Bonsoir. Une évasion spectaculaire à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA. Elle est survenue le jeudi 16 juin dernier. Et que sait-on de cette affaire? Qui sont les personnes impliquées? Eh bien, on en parle tout à l'heure dans notre petit débat. L'invité de ce soir est le professeur Hyacinthe Nobou. Il est directeur de cabinet de Charles Blé-Goudé. Avec lui, nous évoquerons le retour du président du COJEP et le projet de société de son parti. Analyse pertinente et débat constructif. Et ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, et cette fois je vais le dire différemment. Oyez, oyez, parce qu'on est très heureux. J'ai arboré les couleurs pour dire que nous sommes très heureux de vous savoir présents à nos côtés comme tous les soirs, mais surtout que nous sommes très heureux d'imaginer que la D1 c'est pour bientôt pour l'Africa Sport national. Ou peut-être la continuité en 2-2 aussi également, hein, c'est possible. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Tout le monde sait que vous êtes un supporter de la SEC d'Abidjan. Alors Alain, vous êtes foot? Un peu fou, mais pas trop foot. Magnan d'Adjamé, c'est ça à l'époque? Non, Sporting de Gagnois, et puis un peu de tout en fait. Très bien. Lisa Sandra, enfin, c'est un peu une salade quoi. Oui, Madame Bleu quand même. Non, moi, je m'intéresse. Stade d'Abidjan, bleu, les bleus rouges. Je m'intéresse aux gagnants, donc tu sais que... L'Africa joue contre... Non, la SEC. Alors, on devait normalement aujourd'hui célébrer, j'ai même mis la couleur parce qu'on devait célébrer la Le victoire. deuil en fait. La victoire. Non, je pense que vous avez d'accord. tout fait pour souhaiter cette pluie, ce déluge, et finalement le match a été ajourné. Ouais. On a déjà cotisé de l'argent. C'est monté à combien d'ailleurs? Bon, On m'a dit que vous étiez 22 à la cotisation. C'est pas le nombre qui compte. C'est un peu comme la taille. C'est pas le plus important. C'est pas le nombre, c'est la force des membres Le match a associés. été ajourné. Est-ce que tu es confiant pour demain? Demain est un jour nouveau. Demain est un jour... Et c'est à 9h30, on me dit? Oui. C'est de la folie ce truc. Pourquoi à 9h30? Bah, écoutez... Non, mais franchement, la fédération, je ne sais pas. Enfin, bon, jouer au foot à 9h30. Enfin, bon, On bref. est plus frais le matin, tu sais. Ah oui? Ouais. Bon, d'accord. Alors, bonne chance aux deux équipes alors. Alors, chers amis de l'Africa Sport, quelle que soit l'heure, c'est sûr, restons mobilisés, restons concentrés. Et la victoire sera au bout de ce match à 9h30. Brice, si tu me permets, je voudrais faire un coucou à M. Tapé Jonas. Il est au stade? Non, il n'est pas au stade, mais c'est un fidèle téléspectateur du Live Talk Très bien. qui vit au Mali. Il nous regarde depuis le Mali, Très bien. presque tous les jours, et voilà, il travaille à l'ONU. Donc, Il c'était, travaille aux Nations Unies? il a tenu à vous saluer également. Très bien, ok. Il paraît qu'il doit être Bonsoir, Jonas. certainement un fervent supporter du stade d'Abidjan. C'est possible. Très bien. Sur ce, on va aborder la question du petit débat et c'est beaucoup plus sérieux, enfin, spectaculaire. Quelqu'un aurait dit que c'est un scénario rocambolesque digne d'un film de... D'une série. Même Une Prison série- Break. Prison Break à la Michael Scofield. Il y a eu une évasion spectaculaire, c'est comme ça qu'on la qualifie, ou on la qualifierait, à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Élisée, que s'est-il passé? Racontez-nous un tout petit peu ce film. Ben, pour raconter ce film, on va juste s'appuyer sur le communiqué même du service de communication du ministère de la Justice. Très bien. Qu'il dit que 3 agents non autorisés ou n'ayant pas reçu l'autorisation de leur hiérarchie ont pris sur eux la responsabilité de faire sortir M. Tambedou Mohamed, qui est incarcéré depuis 2019 et d'ailleurs qui a été condamné pour 10 ans pour cause de trafic de drogue. Et ils l'ont fait sortir de sa cellule et ils l'ont envoyé, selon leur dit, pour faire des opérations bancaires. Et après ces opérations bancaires, il se serait retrouvé dans une villa, dans une résidence en zone 4. Et c'est dans cette résidence-là que, vraiment par un coup de baguette magique, M. Tambedou a disparu. On n'a plus su comment ça s'est passé. On ne décrit aucune circonstance. Mais les 3 agents sont revenus dire à leur hiérarchie que M. Tambedou s'est volatilisé miraculeusement. Alors, ils ont eu le courage de revenir vers leur... Annoncer à leur hiérarchie. À leur hiérarchie que le sieur, parce qu'il faut dire Tambedou Mohamed, s'est volatilisé. L'expression, elle est juste. Il a pris la clé des champs. La poudre d'escampette. Alain Toussaint. Alors. C'est énorme, je veux dire, c'est... Prenons la... C'est énorme, vous avez raison de le dire. Ouais. Parce qu'on va dire, quelqu'un qui est condamné à 10 ans de prison au trafic de drogue,
peut aller faire un retrait, une opération bancaire. Sortir de la prison au vu, dit sous escorte au même. vu, oui, Et on peut dire sous escorte parce qu'il a été, voilà, il a été escorté. Donc je pense qu'on l'a vu agents. sortir certainement de la prison à un moment donné. Voilà. Il y a des caméras de surveillance au sein de la prison, je suppose, au sein de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il est sorti avec ses 3 gardes, ses 3 agents de la MACA. Ils ont pris un véhicule. On essaie de supposer, on essaie de reconstruire le fil de leur sortie de On dit prison. même le film, hein, pendant qu'on y est. Voilà, et le film, tout simplement, sorti de prison dans un véhicule. Bon, le véhicule, on verra si c'est un véhicule banalisé ou un véhicule de la prison. Ils se sont rendus dans un guichet. Déjà, même quelqu'un qui est condamné pour trafic de drogue, une personne qui est condamnée pour trafic de drogue, forcément, ses comptes sont gelés. Déjà, ça, c'est la réflexion qu'on se pose. Non, mais C'est la question qu'on se Non, pose la déjà. vraie question à se poser, a-t-elle le droit, étant condamnée, Absolument non. étant incarcérée, de sortir de prison pour aller, Absolument comme non. le citoyen sortirait de sa maison, pour aller faire une opération pour revenir. Alors, accompagné de 3 agents non assermentés, mais qui travaillent effectivement donc en On va tant que garde préciser, hein, donc pénitentiaire. on a 2 agents pénitentiaires, donc Kone Sakarija, selon le communiqué du ministère de la Justice, Oui. Kone Bon, en Sakarija tout cas, et 3. Kone Lassina, Ils sont et qui sont 2 agents pénitentiaires, qui sont tous les 2 agents pénitentiaires, et Kone Zeba, qui est agent du service social. Oui, mais qui exerce Exactement, au sein de la prison. Voilà, donc Voilà. c'est 3 agents de... Très bien. Alors, les fonction Connés au sein de la prison. ils ont décidé d'accompagner. Non, arrêtez. Ils ont décidé d'accompagner. Ils n'avaient aucune autorisation, Aucune de autorisation. l'ordre supérieur hiérarchique. Bon, c'est quoi la procédure? Enfin, Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Bon, je pense que c'est une affaire qui mais comment ils arrivent à sortir? Parce que pour l'instant, on a cité les Connés et d'autres. Mais comment ils arrivent à sortir? Parce Non, que peut-être qu'ils sont sortis par une porte dérobée, là, parce qu'ils ne peuvent pas sortir par la porte d'entrée, celle qu'on voit, je pense, à l'image. Non, mais Alain, c'est possible Alain, que même elle allez-y. sorti par là aussi. quand on finit de se poser les questions, certainement, Alain, vous avez Ouais, des bonnes réponses. oui, c'est une affaire qui arrive au très mauvais moment pour le gouvernement. Il y a quand même une quinzaine de jours, les services de police avaient mis la main sur des trafiquants de drogue. Donc ce beau succès aujourd'hui est, comme on dit, annihilé par cette évasion que vous appelez qualifiée de spectaculaire. Mais on s'interroge quand même sur la défaillance des services de renseignement pénitentiaire, parce qu'au sein de la prison, il y a aussi des personnes qui sont commises au renseignement, donc souvent du renseignement humain, parce que ces personnes sont au contact des détenus. Mais ce que vous évoquez tout à l'heure, vous parliez de est-ce qu'ils ont le droit? Donc, conciliation entre l'exigence de sécurité, donc la prison, et puis les droits des prisonniers. Je pense que ces prisonniers ont des droits, mais certainement pas celui d'aller faire des courses en ville. Et faire des retraits Surtout au guichet. pour un trafiquant de drogue notoire, arrêté en 2018, condamné en 2019 à 10 années de prison. Logiquement, il devrait être sous surveillance, surtout qu'il y a Au regard un certain de nombre la situation actuelle, oui. de trafiquants présumés de drogue qui ont été, comment on dit, emprisonnés à la MACA. Je pense que le gouvernement doit nous fournir des explications. Parce que ça vous Voilà. apportera beaucoup de questions. Oui, Est-ce que sur- c'était la première fois que ça se produisait? Est-ce que c'est pas Voilà, Non, les sorties- de cette... Aujourd'hui, peut-être que cette évasion... En fait, Ouvre moi, les ce que yeux je sur veux quelque quand même chose. poser comme interrogation, les faits se sont déroulés le jeudi 16. 16 juin. Oui. Et c'est 48 heures après que par un communiqué laconique du ministère de la Justice, là où on attendait peut-être une déclaration du procureur de la République parce qu'il y a certainement une ouverture d'informations judiciaires à la suite de cette évasion, qu'on a seulement l'information. Mais entre-temps, les réseaux sociaux, comme d'habitude, ont pris de l'avance. Et ont mis la pression, Voilà, je ont mis la pense, sur pression le et ministère. voilà. Donc je pense que, franchement, il faut des explications. Le régisseur et les personnes qui ont été évoquées là par Edith, donc les 2 Kone et le 3e qui est assistant social, il faut des explications parce que cela pose un problème de sécurité et puis la question de la corruption. Combien de temps il y a eu entre les faits et le fameux communiqué dont vous parlez là? Ben, le communiqué a été rendu public dimanche et les faits se sont déroulés jeudi. Jeudi, Donc vendredi, 48 heures. Et ce que je regrette également, Après- c'est qu'il n'y a pas eu sollicitation officielle du public, là où dans d'autres pays on aurait affiché affiché la les photo photos, oui. de ce prisonnier qui s'est évadé. Et là, malheureusement, on n'a pas d'image de cette personne pour que la population aussi puisse coopérer
afin d'arrêter cette personne qui, pour moi, et est tu as un totalement élément raison. dangereux. On devrait avoir à cette heure précise, au niveau de toutes les chaînes de télévision, qu'elles soient publiques ou privées, la photo de cet évadé, de ce fugitif-là, qui circulerait. Voilà, Est-ce que c'est la procédure ou c'est les choses mais il faut bien le faire parce que ça se fait ailleurs. il a été condamné. Il a été condamné, donc il ne s'agit plus de présomption ou autre. Il a été condamné, il s'est évadé, donc il peut représenter un danger potentiel, une menace pour la population. Et je pense que logiquement, on devrait solliciter la coopération des habitants de notre pays. Alors, une chose est sûre, vous parliez tout à l'heure de procédure, de communiquer. Tout à l'heure, je vous ai évoqué, je parlais avec vous du temps entre les faits et le communiqué. Donc, on va dire quoi, entre 48 heures, maximum 72 heures. Est-ce que ce n'est pas le temps qu'on se donne pour pouvoir recouper l'ensemble des informations? Parce que contrairement aux réseaux sociaux qui ont une information et qui la balancent comme ils veulent, vous ne pouvez pas être une institution sérieuse et venir juste balancer des informations. Non, mais vous avez besoin d'avoir... Il s'est bien évadé, l'évasion est réelle. Je termine. Il n'est pas retourné en cellule. Mais on a besoin de pouvoir remonter et recouper les différents éléments pour expliquer à la population. Je partage parfaitement ton avis. Et je t'aurais même applaudi des deux mains si le communiqué m'avait laissé honnêtement croire qu'on avait besoin de 72 heures pour écrire ce qui a été écrit ici. Parce que quand on me dit que ces 3 agents, ils finissent de commettre ce qu'ils ont fait, ils viennent le même jour, on n'a pas dit le lendemain, ils reviennent le même jour pour dire à la hiérarchie que la personne s'est évadée. Et c'est ce que le communiqué nous dit. On ne nous dit même pas qu'après ça, il y a eu des enquêtes qui ont été menées ou bien on a voulu se rassurer des faits et autres. Rien ne nous le dit. Les faits qui sont décrits dans le communiqué me laissent penser qu'on n'a pas besoin, on n'avait pas besoin de 72 heures pour le faire. Pour être honnête, je poursuis. Non, mais je poursuis. Mais j'explique. Parce que j'estime que... Oui, bon, terminez. mais j'explique. C'est pas comme si on dit ils se sont échappés. Et comme on n'a pas de traces, on prend la peine de lancer les recherches et à la suite de 72 heures de recherche infructueuse, on vient prendre ce communiqué pour dire non, on ne le retrouve pas. Tu dis, Élisée, si les 3 agents s'étaient également évaporés dans la nature, on n'aurait pas eu d'éléments suffisants pour pouvoir réagir rapidement. Mais ils sont revenus le même jour. Qu'est-ce qui vous donne, par exemple, le fil de... C'est les témoignages des gens. C'est-à-dire les 3 agents viennent, ils vous disent oui, nous on est partis accompagner. On est sortis avec ce Mais vous êtes une institution sérieuse, vous pouvez recouper l'information de ces agents. Mais recouper comment? Mais les témoins disent que le monsieur s'est évadé. Mais vous voulez recouper ce que ces personnes-là nous disent? D'ailleurs, moi, je ne crois pas à cette version. Pour dire, on s'est levé pour accompagner quelqu'un et la version est tout à fait différente. Non, ça, on peut en discuter. Donc, il y a une nécessité d'organisation, d'enquête. Brice, on est en train de parler d'un document officiel. Le document, il est signé du service de communication du ministère de la Justice et des Gardes des Sceaux. C'est un document officiel. Je crois qu'on ne peut pas, à cette heure des choses, ou bien au regard de la gravité des faits, parce que moi j'estime que ces faits-là sont graves, peut-être pas de nature, je dis peut-être à mettre toute la République en branle, mais c'est des faits graves. Ça va peut-être nous interpeller sur la nécessité de voir comment désormais revoir le process même de gestion au niveau de la prison. Ça, je pense que c'est une des choses, une des conclusions qu'on peut tirer. Mais je vais sur le document. Le document ici, vous et moi, n'étions pas à la MACA, vous et moi n'étions pas avec les 3, vous et moi n'étions pas avec M. Tambédou. Aujourd'hui, ce qui peut nous faire, ce qui justifie qu'on prenne la parole ici pour parler de ce fait-là, c'est le communiqué. Et le communiqué, il est émanant du service de communication du ministère de la Justice. Très bien. Donc c'est un document officiel qui vient d'une institution. Très bien. Donc sur cette base-là... Donc vous estimez que 48 heures, c'est trop pour pouvoir sortir un communiqué? Non, c'est que je suis... Attends, non. Brice, quand vous le présentez comme ça, pour nos téléspectateurs, ce n'est pas juste. Quand vous dites, est-ce que 48 heures est trop pour dire un communiqué? Je vous ai dit tout à l'heure qu'au regard de la teneur du communiqué, j'estime pour ma part que 72 heures, c'est beaucoup. Parce que le communiqué me dit quoi? Le communiqué me dit effectivement qu'il y a une évasion. Et voici les circonstances. Il a été escorté par des agents qui l'ont fait sortir de la prison. Ils sont partis et ces agents sont revenus sans lui quelques heures plus tard et on dit à leur chef que la personne s'est évadée. Mais ça, là, pour un communiqué qui va nous donner cette information, après 72 heures, en réalité. Je relève quand même que le communiqué n'est ni signé, ni daté. On a juste mis le service communication. Donc, il y a peut-être... Service de communication du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Donc, il y a juste peut-être là aussi une volonté de ne pas indiquer à quel moment le communiqué a été produit. Je tiens à signaler qu'il a été publié sur la page officielle du ministère de la Justice. Mais quand? Le dimanche.
Ben On voilà, est toujours donc dans le 48 délai heures de après. 48 heures après. Mais- Voilà, 48 heures Mais après. moi, au-delà même, Brice, moi, je veux même qu'on sorte même du délai du communiqué, Voilà. l'heure à laquelle il est arrivé. Moi, je Vous pense qu'on parlez peut d'autre aller... chose, oui. Voilà, on va aller bien au-delà. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est pas, pour moi, hein, honnêtement, peut-être que dans le titre tout à l'heure, on a dit évasion spectaculaire. Ce n'est pas un cataclysme parce qu'on a vu sous certains cieux aussi, vraiment, avec plus de moyens, où il y a eu quand même des évasions. Donc, c'est Ouais, pas vraiment. moins c'est de pas un- moyens, on a vu à Popo. Voilà, c'est pas des choses. Pour moi, c'est pas un cataclysme. Mais ce que moi je dis, c'est-à-dire quand des faits comme ça se produisent, il est quand même juste et normal qu'on se pose et qu'on essaie de C'était pas une repasser. évasion, je vous rappelle, si à Popo, c'était pas une évasion. Voilà, on essaie de repasser en revue le process même de gestion administrative au sein de la prison. Parce que ce qui s'est passé là, ça montre que forcément dans le système, d'une manière ou d'une autre, il y a une défaillance. Ça, c'est ce que ça veut dire. La défaillance Ce sont les conséquences qu'on tire maintenant. On tire les conséquences. Exactement les conséquences. C'est pourquoi il a dit que pour moi, ce n'est pas un cataclysme, mais ça nous amène à tirer des leçons pour ne plus que ça se répète. Voilà, comme j'ai souvent l'habitude de dire ici, une erreur est humaine, mais persister dans l'erreur est diabolique. Et je pense qu'on ne va pas arriver là-bas. Donc, sur cette base-là, on finit de tirer la conclusion, on regarde où il y a eu le dysfonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que désormais on ne se retrouve plus dans un tel chemin? Je pense que là est maintenant l'objectif. Mais comme Alain le disait, et puis avec Edith, il y a eu des faits en Côte d'Ivoire où il y a eu des appels à témoins pour des choses qui, à mon sens, je ne dirais pas n'étaient pas graves, mais n'étaient pas d'une ampleur comparable à celle d'une évasion aujourd'hui. Où on a eu des appels à témoins. Il y a eu des gens qui étaient en train de vandaliser, je crois, des caméras. Oui, bien sûr. On les a pris en photo et on les a mis sur même les réseaux sociaux, les pages officielles de la police et tout ça, où on a dit appel à témoins. Non, même pour qu'on puisse les personnes identifier. même qui ont vandalisé Donc, moi, je crois que- des cercueils. Oui. donc je crois que pour qu'on puisse y arriver, c'est aussi un des moyens qu'on peut utiliser. Un appel à témoins. Et puis, je crois qu'au bout de quelques jours, on va voir. Et pour rajouter à ce que tu dis, hein, parlant de failles du système, c'est le moment, comme tu le dis, de se concentrer sur certainement les failles de ce système. Pour éviter Il y avait qu'on soit déjà, il y avait confronté à ce déjà genre de eu, il y avait situation. déjà eu une grève des syndicats de l'administration pénitentiaire en 2018 qui avaient exprimé leur grogne en insistant sur le fait qu'il y a une surpopulation carcérale. Ça, c'est pas nouveau. Il y a eu déjà beaucoup de reportages à ce Dans beaucoup sujet. de pays du monde, d'ailleurs. Dans beaucoup de pays du monde, bien sûr, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se comparer aux autres. On s'adapte à notre situation et on fait de telle sorte de résoudre les problèmes de ce que nous, on vit en ce moment. Donc, cette population carcérale, le manque de moyens également qui a été relevé par ces agents pénitentiaires. C'est le moment de se concentrer là-dessus. Ils avaient même appelé à des états généraux du secteur pénitentiaire. Oui, non, ça c'est un élément. C'est peut-être juste un détail, mais dans ce genre de système, le maillon faible, c'est l'humain. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer certainement. Alors, moi, Parce que ces histoires de sortie de personnel, de détenus hors de prison, c'est pas nouveau. On en a déjà entendu parler à plusieurs reprises. Ce n'est pas un fait nouveau. Donc c'est le moment de voir où ça coince, où se trouve le problème, et pouvoir régler ça très rapidement. Très bien. Bon, Alain, je pense qu'il ne faut pas déplacer le problème. Certes, il y a des problèmes avec l'administration pénitentiaire, mais invoquer cela pour justifier Non, je ne justifie pas. la Je complicité, donne juste un exemple de trois agents. de problème à régler. Oui, Mais je ne bien sûr, justifie pas, je suis bien tout à sûr, fait oui. d'accord. Trois agents ripoux, je pense que c'est plutôt la question de la corruption qui pose problème. Ce n'est pas non plus parce qu'ils seraient mal payés qu'ils se livrent à ce genre de commerce. Parce que je ne suis même pas d'ailleurs certain qu'ils soient vraiment allés à une banque. Ça, c'est un scénario Oui, c'est- tiré par les cheveux. Ils sont allés à un distributeur de billets ou dans une banque, ensuite dans une villa à Marcory. Je pense que franchement, c'est de la salade, ce truc. Donc, il faut qu'une enquête soit menée. Et je suis désolé d'ailleurs que l'administration pénitentiaire n'annonce pas, en tout cas, L'ouverture d'une voilà, enquête. l'ouverture, enfin peut-être même le procureur ou autre, qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Parce qu'une fois de plus, ce personnel, fut-il mal payé, est quand même payé par les impôts des Ivoiriens. Voilà, qui ont fait confiance au gouvernement, qui lui ont donné mandat d'assurer sa sécurité, y compris la surveillance des prisons du pays. Donc, c'est vrai, il y a une population carcérale qui augmente, etc. Mais il faut aussi dire qu'il y a des pratiques au sein de cette prison de la Maca qu'il faudrait peut-être revoir. Donc il faut démanteler les réseaux au sein de la MACA. Démanteler les réseaux et puis redéfinir clairement le régime peut-être des permissions. Maintenant, est-ce que ce monsieur avait vraiment besoin d'une permission compte tenu de sa qualité, entre guillemets? Il est détenu quand même dans le cadre d'une affaire de drogue. On le qualifie même de trafiquant international de drogue. Donc, logiquement, il devrait même porter un bracelet électronique Oui, ou bien bien sûr. quelque chose de ce genre-là pour éviter même qu'il sorte de la prison. Donc, ces trois agents
qui sont impliqués nous doivent, et je dis nous, c'est à la population et aux autorités, des explications. Mais certainement que c'est ce qui est en train d'être fait. Ils sont en train d'être interrogés. Il y a Oui, une mais on enquête veut le qui est en savoir. cours. Ça fait 3 jours qu'on les On a besoin de interroge, on plus veut savoir. d'informations. Et c'est ça le problème qu'on On veut dénonce à savoir. chaque fois. Entre la situation qui se pose, le problème qui se pose et je me dis, l'écho qu'il y a sur les réseaux sociaux où les populations elles-mêmes, les internautes s'approprient l'information et en font un buzz. Et on attend toujours 2 jours ou 3 jours avant de pouvoir avoir une information officielle de nos autorités. Il faudrait que ça change. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de réactivité. Il ne faut pas laisser les réseaux sociaux de la transparence. construire, voilà, de la transparence. Il ne faut pas laisser les réseaux sociaux construire des scénarios alors que l'autorité a la capacité de pouvoir réagir en temps réel. Et de solliciter la population, l'aide de la population pour mettre la main En sur diffusant ce les monsieur qui est en photos de cavale. ce détenu qui s'est évadé. Très bien. En tout cas, on a parlé de la situation, on a essayé de comprendre un peu les défaillances et surtout proposer des solutions. Vous avez parlé tout à l'heure de bracelets automatiques. Électronique, bracelet électronique. Alain Mais là, disait- ça demande des moyens. Hein, je veux dire, là, Ouais, on parle de surpopulation Non, mais parce que carcérale. on est en train de parler de... voilà, on a beaucoup On regardé parle de le film. prison à construire. c'est Est-ce que la MACA, est-ce qu'il ne faudrait pas construire d'autres MACA au sein d'Abidjan pour pouvoir Bon, l'idéal, c'est de accueillir, construire des lycées, des Bien collèges, sûr, des c'est universités. l'idéal, mais on peut s'il faire de faut façon des transversale prisons tout ça. supplémentaires pour assurer la sécurité, oui, mais peut-être faut-il envisager la privatisation des prisons aussi. Ce serait Voilà. peut-être une solution. Et puis aussi. l'humain, Pourquoi pas Edith, vous parliez Peut-être de améliorer l'humain. les salaires également Parce que, des gardes bon, forcément, pénitentiaires pour lutter contre la corruption. dans toutes les prisons où il y aurait 2 détenus pour 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés, si l'humain fait défaut, ça ne servirait à rien du tout. Et puis Vous dites c'est- que si les personnes ont décidé volontairement d'accompagner un C'est quand détenu... même grave, ça. C'est- Oui. C'est terrible. Mais grave, après, on ne sait c'est pas. grave. Comme je dis, il y a certainement des enquêtes en cours. Et je pense que cette première Non, version-là... parce que là, le communiqué le dit, hein, une procédure a immédiatement été ouverte pour évasion à l'encontre de Tambédou. Bon, à l'encontre de Tambédou, mais je pense qu'avec tout ce Et qui pour va avec, complicité, peut-être aussi à Voilà, l'endroit voilà, des et complicité, ça, et complicité d'évasion à l'encontre des 3 agents. La procédure a été ouverte, c'est ce qu'indique le communiqué. Très bien. Ok, ben voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, à ce propos, j'ai des messages hein, donc, au niveau des réseaux sociaux, de nos pages des réseaux sociaux. Atombré Dieudonné qui parle quand même de démission au niveau de la hiérarchie, donc la hiérarchie pénitentiaire. Oui. Et si on se rappelle du cas de Yakou le Chinois, par exemple, je pense qu'il faisait même des fêtes au sein de la prison jusqu'à avant sa mort. Je veux dire, il y a plein de laissés-aller, il y a beaucoup de laissés-aller. Donc lui disait, bon, d'autres messages, je ne cesserai jamais je ne cesserai jamais de parler. Bon, d'accord, ok. De cette situation qu'il y a autour aujourd'hui de la prison, des permissions, des entrées, des sorties, de tout ce qu'il y a comme légende autour de cette question-là, mais bon, beaucoup plus de transparence, mais surtout beaucoup plus de vigilance pour éviter qu'on Surtout se beaucoup retrouve de vigilance. devant cette situation-là. Bon, Diane Moumouni nous dit cette histoire, franchement, ressemble à une blague. Et quelle leçon après l'affaire de Yakou les Chinois, vous en parlez tout à l'heure. Totalement. Élisée? Moi, je pense qu'il faut auditer même tout le fonctionnement de la maison d'arrêt de correction Les d'Abidjan. états C'est vrai généraux. que jusque-là, depuis quelques années, depuis quelques mois, on entend un certain nombre de choses. C'est vrai, on pourrait mettre ça sur le compte de la rumeur, mais quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, ou même ce qui s'est passé jeudi dernier, on se dit quelque part que, comme souvent les Ivoiriens le disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Je crois qu'il faut vraiment auditer tout le mode de fonctionnement de la prison. Parce qu'on a l'impression, en tout cas les retours que nous on a de l'extérieur, de ceux qui souvent y vont et qui viennent, c'est que c'est une république dans une république. Vraiment, il y a tellement de choses qui s'y passent qui ne devraient normalement pas être conformes à la manière dont doit être conduite une prison. Donc pour moi, je crois que voici un prétexte tout trouvé pour que les autorités aient un regard beaucoup plus prononcé sur la manière dont fonctionnent même nos établissements. oui, au-delà, Mais je pense Mais la quand on finit de dire ça, on se rend bien compte aussi qu'il y a des efforts, il y a de grands efforts ont été sont faits. consentis, Non, ça, c'est évidemment, clair. par Il y a le des- ministère de la Justice. Oui, Mais bien on ne sûr. finit, mais Avec on le ne travail, on ne le finit travail. jamais. Mais Voilà, voilà. on ne Avec le finit travail jamais. avec le travail également des ONG qui accompagnent également le Sinon, les ministère efforts de la Justice. ont été faits. On sait quand on est sorti de la crise en 2012, oui. on sait tout ce qui a été fait en tout cas pour remettre un certain nombre Oui. de prisons en norme. Mais comme je le dis, on ne finit jamais. de Et faire. Élisée le disait, renforcer la on sécurité. termine là-dessus Oui, rapidement, renforcer la sécurité, renforcer la vigilance. Mais je pense qu'il est également important de pouvoir améliorer les conditions de vie des détenus, de pouvoir améliorer les conditions de vie également des mineurs, parce qu'il y a également des mineurs, il y a femmes. également des femmes qui sont dans cette prison,
améliorer leurs conditions de vie. C'est ce que fait la plupart des ONG qui, avec leurs maigres moyens, essaient d'apporter de la nourriture, des soins, des serviettes hygiéniques ou ce genre de choses à ces femmes qui sont détenues, à ces enfants également qui sont détenus. Quand on dit tout ça, on finit par ce message de Lamine Doumbia qui dit, bon, allez, maintenant, il faut, en tout cas, il revient aux autorités de prendre les mesures adéquates pour mettre la main sur ces malfaiteurs. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, on a fini de parler de ce qu'il faut faire pour la suite, mais bon, il est peut-être important qu'on arrive à mettre la main. Le gars est en Côte d'Ivoire. Voilà. Diffuser son image partout sur les chaînes de télé, comme voilà. Live TV. Ah ben donc, du coup, c'est là que les réseaux sociaux, quand c'est comme ça, ils ne s'emparent pas du truc. Pour dire, on peut aller chercher la photo de M. Tambédou quelque part. Donc là, on attend justement sur le ministère de la Justice qui présente la photo. Oui, Pourquoi les réseaux sociaux? J'ai googlisé son nom, mais... Mais oui, pareil, j'ai googlisé, je n'ai pas trouvé. Sa photo, il n'a pas de photo. Il n'a pas de photo. J'ai trouvé un compte LinkedIn, mais il n'y a pas de photo. Non, c'était un jeune. Non. Oui, mais il n'y a pas de photo. C'était un homonyme. Voilà, c'est justement faux. Ouais. Parce que donc, d'où l'importance de l'action du ministère de la Justice de fournir ces éléments. Voilà, il faut rendre public tous les éléments J'ai pour trouvé faciliter l'enquête. J'ai trouvé un Alain Toussaint, supporter de l'Africa Sport. Oui. On va au vu, entendu. Bon, alors, je suis en train de lire 3 messages du même internaute qui s'appelle James Robert et qui lui dit « Monsieur Brissano, ce message est pour vous. Le jeudi dernier, vous avez lu « Comme c'est venu », quelqu'un qui disait que Monsieur Élysée aimait le pouvoir. Pouvez-vous lire aussi à votre tour ce message, comme il arrive, que vous êtes un partisan de Laurent Gbagbo. Ça bon, je l'ai lu. C'est bon, ça va vous faire plaisir. Justement, Laurent Gbagbo. Voilà, il me l'a envoyé 3 fois et je ne sais pas. Justement, on va parler de Laurent Gbagbo. Ah, c'est toi qui es un partisan de Laurent Gbagbo? Oui, moi, okay, ouais, parce que j'ai lu Le comme pouvoir, c'est venu, voilà. Oui. Donc aujourd'hui, on a lu que je suis un partisan de Laurent Gbagbo. Très bien, donc je l'ai lu. Ça peut vous faire plaisir, James Robert? Et comme par hasard, on parle de... On parle de Laurent Gbagbo. Voilà, justement. C'est l'an, on va dire quoi, l'an 1? Oui, 1. De son retour. Élysée, de son retour. Oui. Un an après, dans notre revue entendu. Effectivement, c'est le 17 juin voilà, 2021 que le président Laurent Gbagbo a quitté Bruxelles pour la Côte d'Ivoire, a retrouvé la Côte d'Ivoire après pratiquement 10 ans hors du territoire pour les circonstances que tout le monde sait aujourd'hui, hein, pas besoin de revenir là-dessus. Et on a encore en mémoire tout le scénario ce jour-là. C'est vrai que pour plusieurs, ce n'était vraiment pas les circonstances dans lesquelles on souhaitait voir revenir M. Laurent Gbagbo, surtout pour une partie des partisans quand même. Et on a vu ce que cela a donné un peu comme débat jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, 1 an après, à la création d'un nouveau parti, le PPACI, le fait que certains leaders ou du moins certains cadres du parti ne soient plus avec Laurent Gbagbo. C'est vraiment une série d'événements qui se sont enchaînés pour qu'aujourd'hui on arrive dans cette situation. Laurent Gbagbo, c'est vrai, entouré de certains de ses lieutenants encore, mais une partie de ses lieutenants a décidé de faire chemin seul ou bien de faire chemin ailleurs. Donc c'est un peu ça l'état des lieux. Mais dans le fond, il faut dire que pour moi, 1 an après, je ne note pas vraiment grande chose qui se soit passée. C'est vrai, il y a eu la création, son départ du FPI qu'il a laissé à FI, comme lui-même l'a si bien dit, l'enveloppe, et son départ du FPI et la création du PPACI. Mais après la création du PPACI, en termes d'action qui aurait pu véritablement, parce qu'avant que Laurent Gbagbo ne vienne, moi je le dis, on ne le cache pas, hein, ou du moins l'un des éléments de langage de la majorité de ses partisans, c'était que c'était le maillon qui manquait. À la réconciliation. Voilà, la réconciliation à la chaîne. Donc, tout le monde était vraiment dans cette dynamique-là. Et chaque fois qu'on parlait, c'est impossible qu'il ne soit que la réconciliation se fasse sans qu'il ne soit là et autres. Ce que, intimement, à mon fort intérieur, j'estimais aussi que ce n'était pas faux. Parce que quand même, après tout ce qui s'est passé, il était quand même bien qu'il vienne sur le territoire. Mais 1 an après, quand on fait le bilan, je pense qu'on n'a vraiment pas... On n'est pas allé très loin, vraiment à des pas de géants. Peut-être qu'on a trop espéré aussi voir des actions assez grandes. Mais pour ma part, je pense que les pas n'ont pas été aussi à la hauteur de ce que personnellement, comme je le dis personnellement, nous on espérait quoi. Maintenant, on attend de voir ce que... Bon, déjà, on estime qu'un an après, il était important, donc, après qu'il soit acquitté, qu'il puisse revenir dans son pays comme tout Ivoirien libre. Voilà, revenir dans son pays, donc ça a été fait. 1 an après, comme vous le disiez, ses partisans estimaient qu'il était un maillon important de la réconciliation. Alain Toussaint, vous avez l'impression que le retour de Laurent Gbagbo aura réussi un tout petit peu à décrisper l'atmosphère?
Écoutez, c'était l'attente de nombreux Ivoiriens. Je pense que le fait qu'il soit revenu déjà empêche désormais ses partisans d'accuser le pouvoir Ouattara de tous les maux. On sait que pendant une décennie, ils avaient boycotté les processus politiques. Et ça faisait partie des revendications électoraux en disant que nous n'irions pas aux élections tant que le président Gbagbo ne serait pas libéré et surtout de retour en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est une première année de tâtonnement. D'abord, sa rupture à la fois politique, idéologique, personnelle et religieuse avec l'ex-premier Adam Simon Gbagbo. Et puis, l'autre rupture politique avec Pascal Affi N'Guessan, à qui, dit-il, il a laissé l'enveloppe, comme le rappelait tout à l'heure Élysée. Et puis là, maintenant, peut-être la réinvention d'une relation avec le pouvoir en place, parce que Laurent Gbagbo a quand même connu une décennie de pouvoir. Et je pense que lui et ses partisans ont un peu du mal à trouver leur place. C'est-à-dire comment résoudre cette cohabitation avec, cette relation avec le pouvoir actuel. Et puis maintenant, le défi principal qui se présente à lui et à son nouveau parti, le PPACI, c'est la reconquête du pouvoir. J'allais même dire des pouvoirs. D'abord, des pouvoirs locaux en 2023 et du pouvoir principal, suprême, l'élection présidentielle 2025. Je reviens à vous tout à l'heure. Hein. Madame Bleu, autour de Laurent Gbagbo, on l'a dit, Alain tout à l'heure parlait de tâtonnement. Est-ce que vous évoqueriez, vous, une organisation, parce que 10 ans après, quand on rentre dans son pays, il y a beaucoup de points, donc que ce soit des points privés, personnels, d'organisation. Est-ce que c'est pas le temps de l'organisation selon vous ? Déjà, je pense que ce n'est pas le grand retour qu'on attendait ou le grand retour que ses partisans attendaient. Pourquoi vous dites ça ? Non, pourquoi je parle de ça, c'est on a eu malheureusement certains petits couacs à son arrivée. On a eu certains signaux, mauvais signaux qui ont été envoyés. Tu parlais tout à l'heure de sa rupture avec Simon et Yves Gbagbo, de sa rupture également avec Pascal Affi N'Guessan, également ce qu'on est en train de constater aussi avec le leader du COJEP, Charles Blé Goudé. Ce n'est pas le grand retour qu'on attendait de ce grand homme politique. Vous imaginez quel retour ? Non, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'espoir sur la réconciliation. Maintenant, après, comment matérialiser cette réconciliation dont on parlait tant ? Il n'y a qu'un non, c'est vrai. Il n'y a qu'un non, c'est vrai. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'il était hors du pays. Mais après, c'est vrai que je mets mes réserves sur ce retour, en tout cas en termes d'impact, en termes de changement que ça a pu apporter au niveau de la scène politique ivoirienne. Mais il y a eu la création d'un nouveau parti, le PPACI. J'y viens. Même le PPACI, mine de rien, dans sa reconversion, constitue quand même un maillon essentiel de la gauche, même si c'est un nouveau parti, parce qu'il y a Laurent Gbagbo derrière, il y a ses partisans derrière, il y a ses lieutenants qui sont également derrière. La Galaxie, lorsque je lis l'article, le titre de l'article, donc de ce dossier, la Galaxie, Laurent Gbagbo s'est effondrée. Non, je ne pense pas qu'elle s'est effondrée. Je pense qu'elle a juste fait une mue. Ça fait beaucoup d'années qu'il est hors du pays. Ça fait beaucoup d'années que ses partisans appellent à son retour. Forcément, il ne pouvait pas revenir avec... C'est pour ça que je parlais de l'année de l'organisation. Bien sûr, il ne pouvait pas revenir avec cette même organisation, avec ce même support qu'il avait il y a quelques années. C'est une mue, c'est un changement, c'est une transformation. D'autres partiront, d'autres entreront, d'autres sont restés. Maintenant, le plus important, c'est de voir d'ici les élections prochaines, donc d'ici 2023 et d'ici 2025, ce que tous ces changements vont apporter à cette formation politique qui, d'une certaine manière, est une renaissance pour Laurent Gbagbo. Alain et Élysée, que répondez-vous, en tout cas, que pensez-vous de ceux qui affirment que Laurent Gbagbo est affaibli aujourd'hui ? Élysée ? Affaibli, bon... Certainement, ceux qui le disent ont leur raison. Moi, je n'irai peut-être pas jusqu'à parler d'affaibli, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas aussi nier le fait que, je dirais, l'arème de Laurent Gbagbo, de 2000 à 2010, n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Ça aussi, on ne peut pas le nier, parce qu'on a assisté, je dirais, à des départs de personnalités non moins importantes, vraiment qui avait aussi un rôle prépondérant dans le parti, dans l'unité de cette gauche qu'il incarnait dans le dispositif, mais qui ne sont plus là. Et puis,
c'est vrai qu'il s'est entouré d'un certain nombre aussi de lieutenants, peut-être qui n'étaient forcément pas au premier rang, mais qui aujourd'hui sont montés en grade parce que certains ne sont plus autour. Donc ça, c'est ce qu'on constate. Mais je voudrais aller un peu plus loin parce que je pense qu'il est important quand même qu'on le dise. Il ne faut pas qu'on le voile. Je reviens sur la question de la réconciliation. J'ai une minute. Ah, d'accord, je reviens sur la question de la réconciliation. Pour moi, je pense, tout à l'heure, peut-être vous avez parlé d'organisation. Certains peuvent le considérer comme ça. Mais moi, je pense qu'on a assisté à un effritement progressif, pour moi, de ce qu'incarnait tout le bloc Laurent Gbagbo. On a assisté à un effritement. Et je l'explique. Quand vous venez et qu'on se rend compte que Mme Simone Gbagbo n'est plus dans la BAC, Afin Guessan, c'est vrai, il y avait des supputations, c'était la personne interposée qu'on disait Laurent Gbagbo n'était plus là, mais lui-même il est venu, il est parti, du FPI. On a un certain nombre de cadres, en tout cas quand même qui représentaient la force du parti qui ne sont plus là. Ça, c'est déjà un. Mais quand vous venez et que vous voulez vous poser en apôtre de la paix et de la réconciliation, comme l'a tout le temps martelé vos partisans, moi je pense que l'une des premières choses qui peut inspirer confiance, même à ceux qui ne croyaient pas en cela, c'est déjà d'arriver à prendre la hauteur et puis réconcilier sa maison. Vous avez eu l'impression que sa maison n'était pas réconciliée? Mais non, pas du tout. C'est même pas que ça n'a pas été. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des partisans qui sont toujours fidèles à son combat, à son idéologie. Quand je dis ce n'est pas le cas aujourd'hui, quand il y a un schisme, vous savez moi qui était Afin Guessan dans le dispositif de Laurent Gbagbo de 2000 à 2010. Oui. Vous savez qui était Simone Gbagbo dans le dispositif de Laurent Gbagbo de 2000 à 2010. Mais quand tous ceux-là aujourd'hui ne sont plus avec toi, parce qu'on a décidé de faire chemin et autres, on dit qu'il y a une scission. Et moi, je me dis que pour donner vraiment un signal fort de la volonté d'aller à la réconciliation et de réunir tous les Ivoiriens autour de cet idéal-là, c'était déjà de commencer à créer cette atmosphère d'unité-là au sein de son parti, ce qui n'a pas été fait. Bon, en tout cas, on parle d'organisation, on parle de réflexion, donc, parce que Alain, d'ailleurs, justement, il y a des tractations, il y a de l'organisation donc au niveau du PPACI, en vue, on l'a dit, des élections, des échéances à venir, et justement de la remobilisation des troupes, parce que 10 ans après, beaucoup de choses, il y a eu des départs, comme vous le dites. Donc il y a un vrai besoin, il y a un vrai besoin, il y a des décès, donc il y a un vrai besoin d'organisation au niveau du PPACI, donc du dispositif autour de Laurent Gbagbo. Certainement qu'il est dans cette phase-là, on aura l'occasion certainement jeudi de revenir sur ce sujet-là plus en détail avec d'autres points de vue. Il faut qu'on marque une pause, c'est impératif. De retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous. Et c'est à cette partie-là qu'on reçoit notre invité. C'est juste après ceci. Le professeur Hyacinthe Nogbou est à notre compagnie, le directeur de cabinet de Charles Blé Goudé. Nous sommes sur le plateau. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être présent sur notre plateau. Professeur, la première question que bon nombre d'Ivoiriens, je dis bon nombre parce que je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas bon nombre d'Ivoiriens se posent. Aujourd'hui, comment se porte Charles Blé Goudé? Quel est son état d'esprit? Et après, on parlera de ses projets. D'abord, je voulais saluer monsieur Alain. Bonsoir. Saluer madame. Et puis, Élysée. L'état d'esprit du président Charles Blé Goudé, c'est l'état d'esprit d'un guerrier qui est guerrier en termes de fighting spirit, qui est très prêt et qui a compris que dans la vie, il faut de la patience. Pour avoir passé toutes ces années là-bas et pour avoir encore passé 11 mois à attendre un passeport, dans la patience, la tranquillité, et puis pouvoir construire. Charles Blé Goudé est tranquille et comme il le dit lui-même, il est prêt à recoudre ce tissu-là avec le fil qu'il veut être. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une idée de la date de retour de M. Charles Blé Goudé? Nous ne pouvons pas avoir une idée. Tout simplement pour la raison qui fait que lorsque l'arrêt est rendu, le dernier arrêt qui les libère, il est dit qu'ils doivent s'adresser au greffe de la CPI et le greffe va devoir rencontrer le pays ou aller dans le pays de leur choix, s'entendre avec les autorités, parler avec ces autorités afin qu'ils puissent régler un retour concerté dans la paix et la joie. Du coup,
Nous avons des démarches à faire, vous comprenez. C'est ça. Les démarches auprès des autorités ivoiriennes, vous voulez dire? Naturellement, Charles veut rentrer en Côte d'Ivoire, il veut rentrer à Guibérois, il y a beaucoup. Et alors justement, comment se passe ce dialogue avec le pouvoir Ouattara? Est-ce qu'il est déjà engagé? Et s'il est engagé, comment il se passe? Oui, il est engagé. Oui, il est engagé. Il y a quelques jours, vu le secrétaire général du parti a dirigé une délégation à la présidence pour rencontrer le chef de cabinet. Donc le dialogue, il est engagé, le débat s'est engagé. On est en train de voir. Il y a la CPI a commencé déjà aussi à envoyer ses émissaires, parce que je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que la CPI devait engager donc, le greffe donc, au niveau de la CPI. Donc, est-ce que ça a déjà été engagé également? Ben, cela se passe avec les avocats, parce qu'il y a l'aspect politique que nous essayons de gérer, et puis il y a l'aspect juridique. Donc, Maître Serizoku, Maître Claver essaieront de voir à ce niveau-là. Maintenant, comme un être humain, il est à la fois esprit et corps, Charles, il est homme politique, et puis il est là face à une affaire juridique, donc chacun gère le côté qu'il peut, et donc nous essayons à ce niveau-là de voir avec les autorités ivoiriennes pour leur dire que cet Ivoirien, comme tous les autres, qui ont reçu aussi leur passeport, qui ont fait des photos avec leur passeport et qui sont bien rentrés en Côte d'Ivoire, a besoin de rentrer en Côte d'Ivoire. Professeur, d'une certaine manière, on peut dire que Charles Blé Goudé a reçu son passeport, donc ce document administratif que tout Ivoirien peut se procurer d'une certaine manière, il a reçu? Non, j'en viens. Je comprends. A reçu son passeport d'une certaine manière des mains du président de la République. Ah, je comprends d'une certaine manière. Comment vous appréciez ce geste? Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec la façon de présenter les choses de Il a reçu son passeport des mains donc, du chef de cabinet du président de la République. On peut donc dire que ça vient du président de la République. Comment vous appréciez ce geste, cette action? Ben, je pense que c'est une action qui va dans le sens de la décrispation, de la réconciliation. Il faut prendre ça comme ça et je pense que c'est plus intéressant. Seulement que je voulais rectifier, ce n'est pas le chef de cabinet du président, ça a été plutôt le directeur de cabinet qui a porté le passeport à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Bandama, qui a appelé son collègue, son homologue de La Haye, à qui il a remis le passeport, et c'est comme ça que l'ambassadeur Hamza a remis le passeport à Charles. Est-ce que vous étiez confiant un an plus tard sur la réception de ce passeport? La prochaine question, ce sera pour Alain Toussaint. Je le dis avant la prochaine. Oui, parce qu'on pourrait dire c'est un passeport, c'est un papier ordinaire. Mais un papier ordinaire qui n'est pas si ordinaire finalement. Justement, qui met 11 mois. Je pense que quand on est un homme extraordinaire, vous avez vos effets aussi qui sont extraordinaires, c'est tout. Alain Toussaint. Philosophe, oui. Justement, on sent déjà votre enthousiasme à l'idée d'accueillir Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Mais vos amis du PPACI, justement, qui préparent un comité d'accueil, ils n'ont pas attendu qu'il soit sur le sol ivoirien. On a M. Damana Picasse, secrétaire général de ce nouveau parti, de Laurent Gbagbo, qui, en tout cas, fait assaut d'amabilité en parlant de Charles Blé Goudé. Comment est-ce que vous accueillez ces propos? Alors, M. Alain Toussaint et d'autres sur ce plateau ont estimé effectivement, au regard ou à l'écoute des restantes déclarations de Damana Picasse, accompagné par une certaine presse, qui s'adressait à Charles Blé Goudé. Et ce matin, il a fait une interview dans notre voix originale où il a dit qu'il va attaquer. Il a répondu, il a tenu des propos. Est-ce que vous avez l'impression... Alors, la posture de ce parti vis-à-vis de M. Charles Blé Goudé, dans un premier temps. D'abord, moi, je regarde la posture de Charles Blé Goudé vis-à-vis des Ivoiriens. La posture de M. Charles Blé Goudé vis-à-vis du COJEP. Il est le porteur d'une vision que nous avons ensemble. Alors, est-ce que Charles va pouvoir traduire cette vision-là? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais quand on est dehors, ou bien vous ne vous battez pas avec quelqu'un qui est dans une maison pendant que vous êtes dehors, ce n'est pas possible. Il est dehors, quand il sera là, le reste, ça va se régler. Alors, ça, c'est une réponse politicienne. Je vais être plus clair. Vos amis du PPACI estiment qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé n'est plus en phase avec ce qu'ils appellent la pensée de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous estimez que ce leader politique qu'incarne Charles Blé Goudé devrait prendre son émancipation vis-à-vis de Laurent Gbagbo, qui a été son mentor pendant 2 décennies? Mais, M. Alain, ce que vous dites, excusez-moi de l'expression, mais ce n'est pas très exact. Charles, au moment où il défend
la République, où il appelle les jeunes dans la rue, il était déjà émancipé. Il s'est toujours dit, je ne suis pas FPI. Il n'a jamais été FPI à l'époque. Donc, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Y a-t-il un moment pour apprécier quelqu'un lorsqu'il se bat pour vous? Parce que c'est maintenant qu'on se rend compte que Charles n'est pas FPI, mais ce n'est pas possible. Ils le savent depuis. Et il le disait depuis que son combat c'était pour la Côte d'Ivoire à l'époque. Tout à fait. Donc, mais les mots sont durs. Est-ce que vous regrettez cette forme d'ingratitude dont il est payé aujourd'hui? Oh, nous ne regrettons pas. Vous savez, je n'aurai pas la proportion exacte. Mais lorsque vous mettez une structure sur place, il y a des moments comme ça. Les gens se moquent de vous, c'est la raillerie, bon, ils ne vont rien devenir, c'est rien du tout. Après, vous êtes martyrisé, et puis après, on va vous reconnaître, et puis la gloire va arriver. C'est des étapes. Et c'est normal, c'est le processus normal. J'ai ri un peu parce que j'allais faire un peu comme Charles. On n'envoie pas un caillou dans un fruit, dans un manguier qui ne porte pas de fruits. C'est un manguier qui porte de beaux fruits, c'est là-bas qu'on envoie le caillou. Très bien. Très bien. Professeur Nobou, avec ce proverbe-là, on est habitué au proverbe. On va marquer une pause sur ce proverbe-là et revenir. On va parler un peu de COGEP aussi en même temps. À tout de suite. Deuxième partie de notre entretien en compagnie de notre invité, le professeur Hyacinthe Nobou. Il est directeur du cabinet de Charles Blé Goudet. La prochaine étape, c'est de parler du COGEP. Mais avant, Élisée Boulougueux. Oui, ben, moi je voudrais juste demander au professeur. C'est vrai que jusque-là, tout le monde était focalisé sur la question du passeport, qui est désormais derrière nous, on peut le dire ainsi. Donc les Ivoiriens sont intéressés de savoir aujourd'hui c'est quoi le projet de société que propose le COGEP aux Ivoiriens. Vous voyez, nous avons... D'abord, j'allais dire, quand on prend le pouvoir, on développe ce qu'on veut comme produit. C'est un produit qu'on présente. Mais le produit, est-ce que nous le présentons maintenant? Pas qu'on n'en puisse pas parler, parce que vous vous rendez compte que le camarade Charles Blé Goudet sait de quoi souffrent les Ivoiriens. Au niveau éducatif, je suis professeur titulaire de philosophie. Je sais quelles sont les difficultés de l'université, des universités, des grandes écoles. Nous avons Dr Saraka qui est médecin, avec lui professeur Kassi. Nous savons quels sont les problèmes que nous avons au niveau sanitaire. Mais quand nous quittons cet endroit, quand nous prenons les routes de la Côte d'Ivoire, vous voyez les difficultés que nous avons au niveau du ministère des Infrastructures économiques, du transport. Mais nous avons un package. En fait, nous avons un contrat social. Quels sont les principaux axes sur lesquels vous allez vous concentrer lorsque vous allez conquérir le pouvoir d'État? Il y en a 3, il y en a 2, il y en a 4, il y en a 5? Non, vous ne pouvez pas conquérir le pouvoir de l'État et puis vous attaquer à 3 axes. C'est tout un package. L'État dans son entièreté. Il s'agira de parler des problèmes d'éducation, des problèmes de la femme, des problèmes de l'enfant. Mais il faut donc avoir des experts et des techniciens pour pouvoir outiller le président. Croyez-vous que le président actuel soit un homme qui maîtrise tous les dossiers? Mais non, c'est pour cela qu'il a un gouvernement, c'est pour cela qu'il a des structures spécialisées qui sont autour de lui et qui l'outillent à pouvoir répondre à la question de l'agriculture, qui l'outillent à pouvoir répondre à la question des eaux et forêts, de toutes ces situations que nous vivons. Actuellement, le drainage des eaux, etc. Mais toutes ces choses-là, il faut pouvoir les étudier. Moi, j'ai été étudiant dans une université, mais aujourd'hui, cette université n'a pas changé. On a encore les mêmes infrastructures. Mais quand on y réfléchit, est-ce que je suis à l'aise de faire les cours dans ces conditions? Mais en même temps, quand on pose les questions, mais regardez, en 1974, le président Houphouët-Boigny faisait ce qu'on appelle l'école télévisuelle. Dites-moi quelle est la différence entre l'école télévisuelle et les MOOC, les cours qu'on fait à travers la distance aujourd'hui. En 1974, Houphouët-Boigny faisait les cours à distance. Alors, est-ce que vous confirmez par ces propos que Charles Blé Goudet revient en candidat potentiel pour 2025? Ben, s'il ne veut pas être candidat, le COGEP aura un candidat. Mais le camarade Charles sera... Vous allez le solliciter en 2025. Naturellement, on ne crée pas un parti pour les beaux yeux de créer un parti. Non, ce n'est pas possible. Encore un proverbe. On fait la passe à l'adversaire. Bon, on ne fera pas de passe à l'adversaire, nous marquerons. Alors, quel type de relation va-t-il avoir avec l'ex-première dame Simone Gbagbo, l'ex-premier ministre Pascal Affi N'Guessan et même Mamadou Koulibaly,
qui constitue avec lui un peu le bloc qui a quitté l'ex-président Laurent Gbagbo? Alors, le premier élément à retenir, c'est que nous avons des instances. Et à l'intérieur de ces instances-là, nous allons nous retrouver pour parler. S'il nous arrive de penser que nous avons la possibilité de nous allier à quelqu'un, on va s'allier avec la personne sans honte et sans se gêner. Mais alors, j'en arrive. Le pouvoir Ouattara. Non, j'ai dit mais alors. Mais alors, on va faire nos alliances sur la base idéologique et sur la pensée de ce que nous avons envie de proposer. Ce serait bien les premiers quand même, hein, parce qu'on a ici eu l'habitude d'avoir des alliances souvent... contre nature. Contre nature. D'accord. Inhabituelles. Inhabituelles, voilà, je préfère. Vous parlez de base idéologique. Quelle est votre base idéologique pour... Nous sommes de la social-démocratie. Pour les téléspectateurs qui nous écoutent, qui n'ont pas cette culture politique, qu'est-ce que ça représente exactement? Ça représente ce que, là, quand vous avez en face la société, c'est-à-dire on n'est pas à mi-cheval, mais on est un peu, on ne prône pas la gauche socialiste ou communiste en tant que telle, voilà. Mais on a un esprit de gauche, mais qui prend, en fait, on est dans la réelle politique à ce niveau pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau, de mieux. Si ceux qui veulent avoir l'exemple, c'est de voir, par exemple, en Allemagne avec le nouveau chancelier, un peu ce genre de choses-là, c'est ce que nous voulons. Alors, juste d'un mot, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que la survie politique de Charles Blé Goudé et de son parti, le COJEP, passerait nécessairement par une forme d'entente, pour ne pas dire d'alliance avec le pouvoir Ouattara, compte tenu des relations que vous-même vous entretenez avec les représentants du pouvoir? Est-ce qu'au nom de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé ne renoncerait pas à cette forme de radicalité incarnée par ses ex-amis du PPACI pour se rapprocher du pouvoir actuel, pour construire ensemble un meilleur avenir, la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire? Oui, surtout que c'est une affaire de famille, c'est son oncle. Voilà. Est-ce qu'il va rejoindre l'oncle pour que la famille soit encore plus solide? La prochaine question, ce sera pour Élysée. Je fais la même chose pour Madame Bleu. Alors, ce que je voudrais dire, il y a plusieurs ou deux formes d'alliances, au moins. Il y a des alliances stratégiques, donc au niveau idéologique, et puis il peut y avoir des alliances circonstancielles par rapport à une situation qui prévaut. Mais lorsque les terroristes attaquent la France, mais tous les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, tout le monde est là. C'est ça. S'il s'agit de faire des états généraux, par exemple, de l'école ou de tels systèmes aujourd'hui qu'on nous sollicite, mais on sera là pour apporter notre contribution. Mais on le fera vraiment de façon claire et sincère. Mais nous n'allons pas entrer dans les compromissions. Ni entrer dans le gouvernement. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez le droit de préciser. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Je n'ai pas dit ça. Mais vous ne pourrez pas me faire entrer dans un gouvernement et me demander d'être, j'allais dire, un capitaliste à outrance, c'est-à-dire le marché. Non. Si vous me faites entrer dans un gouvernement, c'est que vous allez me permettre des inflexions, me permettre d'approcher au moins avec quelque chose. C'est vrai, vous êtes élu avec un programme. Maintenant, si vous voulez discuter avec nous, vous discutez avec nous. Nous nous entendons au moins sur un minimum pour pouvoir avancer. Le principe de la prochaine question, 30 secondes pour la question et 1 minute pour la réponse. Élysée. Faisons de la fiction, professeur, faisons de la fiction. À l'état actuel des choses... J'aime être réaliste. Oui, non, c'est de la réalité fiction. À l'état actuel des choses, avec ce que les partis représentent, honnêtement et objectivement, si d'aventure le COJEP devait s'allier à un parti, ce serait lequel? Avec aujourd'hui la configuration. Je le garde pour moi. Parce que ce que je peux vous dire, je ne peux pas me prononcer sur une question qui peut être soumise à un congrès ou à une convention. Ok, c'est vrai. C'est clair. Si je le dis, on me dirait, je serais dit, mais à quel moment avons-nous réfléchi à ça pour le dire? Très bien. J'avais dit 1 minute. Pareil pour vous, Madame Bleu, parce que nous avons fait l'émission. Professeur, est-ce qu'entre le Blé Goudé de 2011, qu'on a tous connu, avec sa verve, avec son patriotisme, et celui de maintenant, vous sentez une différence? Alors, il dit lui-même, lorsque vous entrez en prison, vous rentrez sec, vous sortez mouillé, et vous êtes mouillé de sagesse. Quand vous entendez Charles parler, il a un statut d'homme d'État. Charles fait moins de gestes qu'avant. Le camarade Charles Blé Goudé, président du COJEP aujourd'hui, fait moins de gestes qu'avant. Et quand vous l'entendez parler, il est imprégné de certaines réalités, il est vraiment posé. Apaisé.
apaisé. Il a même gagné beaucoup de choses parce qu'il a gagné la patience. Passez ce temps. Après, vous sortez. On vous garde encore là-bas. Mais, madame, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements. Seulement, il est toujours patriote. Seulement, il est toujours ivoirien. Seulement, il pense toujours au peuple ivoirien. Le patriotisme, pas dans le sens qu'on veut le lui faire... Oui, qui a été dénaturé à un moment donné. Absolument. Oui. Ce n'est pas du nationalisme. Non, ce n'est pas du nationalisme. Il est patriote ivoirien. Il aime son pays. Il aime les Ivoiriens. Et il a un programme et un projet pour les Ivoiriens. Alors, en 30 secondes, professeur, la prochaine étape de l'agenda, c'est l'organisation d'éventuellement son retour. Absolument. Et puis, naturellement, vous voyez, quand chacun veut rentrer, il s'adresse au pouvoir, aux autorités. Certains ont dit non. Tous ceux qui le disent, ils aient au moins le courage de dire la vérité. Bien sûr. Personne n'est rentré. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la pétodière, ce n'est pas la cour du roi Péto. Oui. Beaucoup ont fanfaronné ici en disant qu'ils étaient venus d'eux-mêmes. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Impossible. Nous allons nous adresser aux autorités, mais avec dignité et fierté. Parce que vous respectez les institutions. Ben, quand nous serons là, on veut que les gens nous respectent. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez ceux qui sont assis là pour l'instant. Très bien. Très bien. Et ce sera peut-être avant la fin du mois, avant la fin du mois éventuellement. Avant la fin du mois, c'est trop juste et ça dépend de l'État de Côte d'Ivoire et puis de la façon dont nous arrivons à négocier avec l'État pour pouvoir faire en sorte que le président Charles Blé Goudé rentre vraiment. Mais il ne rentre pas en conquistador ou en quelqu'un de triomphant. Non, ce n'est pas ça. Nous n'avons triomphé de personne. La vérité a été dite. Un Ivoirien rentre chez lui. Il a été acquitté. Mais il triomphe de sa propre personne pour avoir résisté, avoir grandi. Il triomphe de sa propre personne. Quelqu'un aurait dit en proverbe, Doni, Doni, Be, Borofa. Traduisez, c'est petit à petit que le sac se remplit. Ok, d'accord. Waouh. Il fallait que je dise aussi que j'ai des proverbes, moi. Ouais. Alain, ça, vous en avez un? Petit à petit, l'émission s'achève. C'est pas mal. Sinon, moi j'ai un, c'est petit qui devient grand. Ça, c'est Yopougon, quoi. Fréjuste, sur nos pages des réseaux sociaux, je termine là-dessus, qui nous dit Blé Goudé, ce sont des champions des proverbes. C'est des champions en proverbes. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à Alain Édité, Élisée, ainsi qu'à toutes les équipes techniques. Je voudrais juste dire merci à tous ces Africains, merci à tous ces Ivoiriens, merci à tous les partis politiques, merci encore au président de la République, merci au gouvernement. Je leur dirai merci. Et c'est normal qu'on le dise, parce que quand ils signent les chèques pour nous payer, personne ne se plaint. Merci. Merci. Quelle révélation. Mais merci à vous, professeur. Merci à la chaîne. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là. Prenez soin de vous et des autres. Eh bien, on vous retrouve demain. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. Merci. Amen.